Bonjour, je m'appelle Alexis. Ce soir-là, en partant, j'ai ressenti une profonde paix, sans cris, sans larmes, sans claquement de porte. C'était au beau milieu du salon de notre vieille maison à Charlotte, en Caroline du Nord, cet endroit qui avait jadis été mon foyer, mais où régnait désormais une tension palpable. J'étais assise sur le canapé, en face de Courtney, ma sœur, après des années à porter le fardeau de la famille tandis qu'elle ne manquait de rien. Quelques minutes plus tôt, je lui avais annoncé que je ne paierais pas son mariage. Pas un centime pour la salle, les fleurs, ni pour quoi que ce soit d'autre, après tout l'argent que je lui ai déjà envoyé. Courtney s'est penchée en avant, les yeux rivés sur les miens, et a déclaré d'un ton sec : « Ce mariage n'a pas besoin de toi. » Mes parents étaient assis juste à côté d'elle, témoins de la scène. Ils ont immédiatement acquiescé, sans un mot pour me défendre ni la contredire. Leur silence et ce simple geste en disaient plus long que n'importe quelle dispute. Quelque chose en moi s'est figé, car je savais que discuter ne changerait rien après toutes ces années à donner sans que personne ne prenne. Je me suis lentement levée, sans élever la voix ni verser une larme, j'ai pris mes clés de voiture sur la table et je suis sortie dans la nuit. Ce moment ne m'a pas brisée. Il m'a libérée, car je coupais enfin le dernier ruban qui me retenait prisonnière. Quelques mois plus tard, son mariage a eu lieu exactement comme prévu, avec toute l'extravagance qu'elle avait exigée. Puis, à la réception, un invité surprise a dit quelque chose qui l'a rendue folle de rage. Et après tout ce qui s'est passé, elle m'a appelé. Si cette histoire vous parle, prenez un instant pour aimer cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de courage aujourd'hui et laissez un commentaire ci-dessous. Vous accrochez-vous encore ou êtes-vous prêt, à lâcher prise et à recommencer à zéro? Votre histoire compte aussi. En repensant à ces premières années d'université, tout avait déjà commencé à changer d'une manière que je ne pouvais ignorer. Dès mon entrée à l'université, j'ai cumulé plusieurs emplois à temps partiel pour couvrir non seulement mes propres dépenses, mais aussi celles du foyer, qui ne cessaient de s'accumuler. Mes parents comptaient sur moi pour payer les factures, l'électricité, l'eau, les courses, et même une partie de leurs dettes personnelles, tandis que je jonglais entre les cours et de longues gardes de nuit. Courtney bénéficiait d'une bourse complète pour ses études, ainsi que pour des séjours d'études à l'étranger et des formations spécialisées onéreuses, sans jamais avoir à débourser un centime. Mes parents ont fait de son avenir une priorité et se sont assurés qu'elle saisisse toutes les opportunités sans hésiter. J'ai dû renoncer à mon propre projet d'études à l'étranger, car les bourses que j'avais obtenues m'auraient obligé à partir, et je savais que ma famille ne pourrait pas survivre sans mes revenus. Je suis donc resté près de chez moi, j'ai accepté le poste à temps plein le moins bien rémunéré après l'obtention de mon diplôme et j'ai consacré chaque paie au remboursement de la dette commune, qui semblait interminable. Les fêtes, les anniversaires et les réunions de famille étaient toujours centrés sur les réussites de Courtney, ses nouveaux succès, ses derniers voyages et ses préférences en matière de célébration. L'attention restait focalisée sur elle, et je m'étais habitué à me faire discrète pendant ces moments-là. Dès son entrée à l'université, Courtney a commencé à parler de moi dans son dos, disant à ses amis et à sa famille que je n'étais rien de plus qu'une personne qui ne savait que travailler. Elle répétait cette phrase si souvent que je l'ai entendue par le biais de connaissances communes et même lors de remarques anodines à table. J'ai entendu ces mots plus d'une fois, et chaque fois, ils me surprenaient moins, mais laissaient la même blessure sourde. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre clairement. J'étais devenu le pilier sur lequel tout le monde pouvait compter. Pourtant, je n'ai jamais vraiment été considéré comme faisant partie de l'image qu'il chérissait. La prise de conscience a été lente, car je m'étais persuadé depuis si longtemps que les sacrifices étaient normaux, que la famille avait besoin d'une personne pour porter le fardeau afin que les autres puissent briller. Je me répétais sans cesse que le déséquilibre finirait par se corriger, que mes efforts seraient reconnus au moment opportun. Mais année après année, la même dynamique se répétait sans que la façon dont j'étais traité ne change. Mes parents continuaient d'investir tout leur argent dans Courtney, tout en attendant de moi que je gère le reste sans me plaindre. J'ai commencé à remarquer que les conversations s'éloignaient de moi dès que j'essayais de partager mes propres objectifs ou difficultés. Ils écoutaient poliment un instant, puis recentraient la conversation sur son dernier succès ou ses projets. Cette prise de conscience s'est accentuée au fil des saisons, car je ne pouvais plus prétendre que la situation était juste ou temporaire. J'avais bâti ma vie autour du soutien financier de ma famille. Pourtant, ce rôle ne m'offrait aucune place à part entière. La vérité est devenue impossible à ignorer. J'existais dans leur monde comme un moyen d'atteindre un objectif, et non comme une personne dont la présence comptait pour elle-même. Plus j'y réfléchissais, plus il me paraissait évident que ma valeur à leurs yeux avait toujours été liée à ce que je pouvais leur apporter plutôt qu'à qui j'étais. J'ai gardé cette compréhension pour moi pendant longtemps, car l'exprimer à voix haute revenait à admettre quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. 6 mois avant le mariage, tout a basculé.
J'ai aperçu le téléphone de Courtney par hasard alors qu'elle s'éloignait, et l'écran s'est illuminé de messages de ses amis proches. Une notification est restée visible assez longtemps pour que je lise le message qu'elle m'avait envoyé quelques heures plus tôt, se moquant de moi et me traitant de personne qui ne sait que travailler comme une machine et qui est incapable de vivre. La phrase m'a blessé plus que je ne l'aurais cru, car elle venait de quelqu'un qui avait profité directement de chaque dollar supplémentaire que j'avais gagné au fil des ans. J'ai fait défiler la page juste assez pour voir les réponses, remplies d'émojis rieurs et d'approbation, ce qui a rendu la blessure encore plus vive. Plus tard dans la soirée, j'ai découvert le relevé bancaire qu'elle avait laissé ouvert sur son ordinateur portable, montrant exactement où était passé l'argent que je lui avais envoyé ces derniers mois. Courtney avait dépensé jusqu'au dernier centime en vêtements de marque, accessoires coûteux et articles de luxe qu'elle affichait fièrement en ligne sans jamais mentionner la provenance. Les sommes s'étaient rapidement élevées à des milliers de dollars que j'avais transférés, pensant qu'ils contribueraient aux besoins du ménage ou à ses projets. Au lieu de cela, elle a utilisé cet argent comme un bon d'achat personnel, tandis que je continuais à vivre frugalement pour ne pas être à court d'argent. Lorsque j'ai finalement abordé le sujet du mariage lors d'une réunion de famille, j'ai demandé quel était le budget et ce qui restait à payer. Courtney se tourna aussitôt vers moi, l'air impatient, et me demanda « Tu prends tout en charge, n'est-ce pas ?» Les fleurs, la salle, tout, ajouta papa à voix basse. Elle a raison, Alexis. C'est la tradition familiale. Je l'écoutai en silence, puis lui dis sans embâche que je ne contribuerais pas un seul centime cette fois-ci, car j'avais déjà envoyé bien plus que ce qu'on pouvait raisonnablement espérer. Le visage de Courtney se transforma instantanément, et elle éleva la voix d'une manière qui résonna dans toute la pièce. Elle cria « Ce mariage n'a pas besoin de toi ». Ma mère a réagi immédiatement et Courtney s'est calmée, mais elle n'a pas tort. On a toujours compté sur toi pour ce genre de choses. Leur soutien immédiat à son coup de sang a confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps. Mon rôle avait toujours été de donner, tandis que leur loyauté allait à celle qui exigeait le plus. Je suis resté calme tout au long de l'échange, car perdre le contrôle leur aurait donné la réaction qu'ils attendaient. J'ai simplement réaffirmé que ma décision était définitive et que j'avais atteint la limite de ce que j'étais prête à donner. Courtney a sifflé en retour. « Très bien, ne viens pas alors. On n'a besoin ni de ton argent ni de toi. » La tension monta dans la pièce, mais je ne cédai pas et ne fis aucun compromis, car ce schéma de prise sans reconnaissance durait depuis trop longtemps. Courtney partit en trompe peu après, et mes parents la suivirent sans un mot de plus. Je restai assise là, seule, quelques minutes, laissant le silence s'installer, et une étrange sensation de clarté m'envahit. Pour la première fois, je compris que renoncer à leurs attentes ne signifiait pas échouer. Cela signifiait protéger le peu qui me restait. 2 semaines plus tard, j'étais déjà dans ma nouvelle ville. J'avais choisi Duck, sur les Outer Banks de Caroline du Nord, car ma tante Fée Harland m'y avait légué une petite maison des années auparavant, une maison que je n'avais jamais pensé utiliser jusqu'à présent. L'endroit me semblait idéal pour un nouveau départ, assez loin de Charlotte pour qu'il soit difficile d'y retourner et assez calme pour me permettre de me ressourcer après tout ce qui s'était passé. Je n'emportais que le strict nécessaire, fis un long détour vers le sud et arrivai un après-midi de semaine, alors que les rues étaient désertes et que l'air était imprégné des embruns marins. La maison avait besoin de quelques travaux, mais elle tenait bon. J'avais enfin assez d'espace pour respirer, sans me sentir submergé par les attentes. En quelques jours, j'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise de conseil en centre-ville qui cherchait quelqu'un pour gérer la coordination des clients et le soutien de base au projet. Le salaire couvrait largement mes dépenses et les horaires me permettaient de quitter le travail en fin de journée, un luxe que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai instauré une routine simple qui me permettait de garder les pieds sur terre, cuisiner avec des produits locaux, me promener tôt le matin sur les sentiers de la plage et mettre mon téléphone en mode silencieux pour éviter les notifications qui pourraient me replonger dans mes vieux démons. Ce rythme m'aidait à me concentrer sur le présent au lieu de ressasser le passé. Les semaines se sont transformées en mois et je me suis habitué à la douceur de vivre de Duck. La pression de devoir faire mes preuves a tout simplement disparu. Personne ne me demandait d'explications sur mon passé ni n'attendait de moi que j'en fasse plus que ma part, ce qui me permettait de traverser chaque journée sans le poids constant que j'avais porté si longtemps. Les messages de ma famille ont commencé à se faire plus rares, d'abord de courts SMS me demandant pourquoi je ne répondais plus, puis des messages plus longs, remplis de culpabilité ou de reproches. Après quelques mois de silence complet de ma part, ces pensées cessèrent totalement, et le silence qui suivit fut un soulagement plutôt qu'une solitude. J'ai commencé à tisser des liens avec les gens qui m'entouraient, de manière simple mais significative. Mes collègues du cabinet m'invitaient à déjeuner, et ces déjeuners se transformaient en conversations informelles sur le travail et la vie, dans un endroit où tout le monde se connaissait. Une voisine, qui habitait 2 maisons plus loin,
a apporté des légumes frais de son jardin un après-midi, et nous avons bavardé pendant des heures de tout et de rien, ce qui s'est avéré étonnamment facile. Ces interactions se sont construites lentement, sans que j'exige plus que ce que j'étais prête à donner. Et elles m'ont rappelé que les relations pouvaient exister sans condition. J'ai recommencé à me sentir présente dans ma propre vie. Non pas comme quelqu'un qui existe pour soutenir les autres, mais comme quelqu'un qui a simplement sa place là où je choisissais d'être. Le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pourtant, chaque petit pas en avant a fait que l'éloignement de Charlotte ressemblait moins à une fuite qu'à un choix, celui de choisir une vie meilleure pour moi-même. J'ai gardé la maison simple, j'ai ajouté quelques plantes sur le rebord de la fenêtre et j'ai laissé les jours s'écouler à leur propre rythme. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillée sans cette sensation immédiate de devoir tout faire. Je n'avais plus à devoir mon énergie ni mon temps à personne. Cette liberté s'est installée discrètement et m'a accompagnée tout au long des moments ordinaires qui composaient ma nouvelle routine. 3 mois plus tard, le rythme de vie commençait à me paraître familier. Mon travail au sein du cabinet de conseil s'est progressivement développé de différentes manières. Cela m'a surprise sans que j'aie à justifier ma place. Le dirigeant a commencé à me confier des responsabilités importantes, comme le suivi des clients et la coordination de projets d'envergure nécessitant une prise de décision autonome. Je les ai gérés efficacement et j'ai reçu des retours axés sur les résultats plutôt que sur une supervision constante, ce qui m'a permis de contribuer sans remettre en question chaque étape. La confiance s'est installée naturellement lorsque l'équipe a constaté mes compétences et a cessé de remettre en question ma méthode. Mes collègues ont commencé à solliciter mon avis sur les projets de groupe et à me demander régulièrement mon point de vue lors des réunions de planification. Ils appréciaient mes suggestions car elles étaient efficaces en pratique, et ils prenaient soin de souligner quand mes idées contribuaient à faire avancer les choses. Ces moments ont fait naître en moi une confiance tranquille que je n'avais jamais connue auparavant, car personne n'exigeait que je fasse mes preuves sans cesse. Je me sentais utile sans avoir à sacrifier mon énergie ou mon temps au-delà de ce qui me semblait raisonnable. J'ai commencé à participer à de petits événements communautaires autour de Duck, ce qui a structuré mes journées en dehors du bureau. J'ai aidé à organiser un stand pour l'entreprise lors du salon professionnel local et j'ai rejoint un groupe de lecture mensuel à la bibliothèque municipale. Ces activités m'ont permis de rencontrer des personnes qui partageaient mes intérêts, sans rien attendre en retour. Les conversations étaient fluides et portaient sur les livres, l'actualité locale ou les petites choses du quotidien. Et j'avais hâte d'y être, car elles ne demandaient aucun investissement émotionnel au-delà de l'instant présent. Sarah Jennings, une vieille amie de Charlotte, m'a appelé une fois pendant cette période pour prendre de mes nouvelles et m'encourager. Elle m'a dit qu'elle avait entendu dire que j'avais déménagé et qu'elle voulait s'assurer que j'allais bien, sans pour autant me demander des détails sur ce qui se passait chez moi. Nous avons parlé pendant une vingtaine de minutes et son soutien m'a paru sincère, sans arrière-pensée. Après cette conversation, nous ne nous sommes plus parlé, mais savoir que quelqu'un se souciait encore de moi, même à distance, m'a aidé à me sentir moins isolé, même si je n'avais pas besoin d'un contact constant. Je ne me levais plus chaque matin avec le besoin de prouver ma valeur à mon entourage. Le besoin d'être validé ou de prouver que j'étais. L'idée que je méritais une place avait tout simplement disparu, car les habitants de Duck me traitaient d'égal à égal, sans aucune condition. Je pouvais enfin vaquer à mes occupations, me concentrer sur mes tâches et savourer les petits moments sans porter le fardeau de toujours devoir en faire plus. Ce changement m'a apporté une paix intérieure qui s'est renforcée de semaine en semaine. Les journées ordinaires ont commencé à me sembler enrichissantes, car elles m'appartenaient entièrement. Je passais mes soirées à lire ou à cuisiner sans aucune urgence, m'accordant le repos dont j'avais besoin. Pour la première fois, j'ai compris que la stabilité ne nécessitait pas d'efforts constants. Elle découlait du choix d'une vie où ma valeur ne se mesurait pas à ce que je pouvais porter pour les autres. J'ai accueilli cette liberté avec sérénité et l'ai laissée devenir le fondement de tout ce qui a suivi. Une semaine avant le mariage, les publications ont commencé à affluer. Courtney a inondé ses stories Instagram de photos de ses essayages de robes de mariée, chacune accompagnée d'une légende qui m'était clairement adressée. Elle a écrit « Certains ne peuvent que regarder de loin, tandis que d'autres vivent pleinement leurs rêves », en gras, au-dessus d'une photo de la robe scintillante sous les projecteurs. Ces mots sont apparus dans plusieurs stories les jours suivants, toujours avec la même pointe d'amertume que quiconque connaissait notre histoire aurait immédiatement reconnue. Je les ai vus parce que des amis communs n'arrêtaient pas de m'envoyer des captures d'écran, même si j'avais désactivé son compte depuis longtemps pour éviter les notifications directes. Elle envoyait aussi des messages directement dans la conversation de groupe familial où mes parents et quelques proches étaient encore actifs. Dans l'un d'eux, elle a écrit que je continuais à faire l'idiote toute seule, sans que personne n'ait besoin de moi, suivi d'un emoji rieur qui rendait le message encore plus intentionnel. Les mots semblaient anodins, mais ils avaient le même ton moqueur qu'elle utilisait depuis des années. Sauf que cette fois,
Ils étaient suffisamment publics pour que tout le monde dans la conversation puisse les voir. Mes parents ont rapidement réagi en likant chaque publication et en commentant « Toujours aussi belle, ma chérie » ou « J'ai hâte de te voir briller », ce qui l'a encouragé à continuer sans hésiter. D'autres amis de la famille qui me connaissaient depuis l'enfance se sont joints au like, laissant des commentaires qui ressemblaient à de la sympathie déguisée en soutien. Ils ont écrit des choses comme « J'espère que tu vas bien » ou « Je t'envoie plein d'ondes positives ». Les commentaires « J'aime » sous les publications concernant la robe et le lieu ne faisaient que renforcer l'idée que j'étais celle qui avait été laissée pour compte. Ces échanges se sont également propagés à leurs propres publications, avec des partages et des republications qui ont alimenté l'histoire pendant les jours précédant l'événement. Courtney semblait se nourrir de cette attention et l'utilisait pour alimenter son contenu quotidien. Elle a partagé des détails sur le mariage dans un complexe hôtelier de luxe à Myrtle Beach, notamment des photos de la salle de bal avec vue sur l'océan, des fleurs importées et du menu personnalisé dont le coût dépassait le loyer annuel de la plupart des gens. Elle a publié des photos du dîner de répétition, des cadeaux de bienvenue pour les invités et même des chaussures de créateur qu'elle porterait à la cérémonie, le tout accompagné de légendes soulignant la perfection de l'ensemble. Cette extravagance était intentionnelle et visible pour tous ses proches, y compris ceux qui me suivaient encore. Je lisais les mises à jour au fur et à mesure qu'elles apparaissaient dans mon fil d'actualité grâce aux messages transférés et je voyais la célébration prendre de l'ampleur à chaque nouvelle révélation. Pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse, sans interagir avec le contenu ni répondre aux insultes indirectes. J'observais de loin, sans me laisser entraîner. Je retombais dans le cycle qui avait marqué une grande partie de mon passé. Au lieu de cela, je me concentrais sur une étape importante, franchie discrètement cette même semaine. Une décision que personne dans ma famille ne connaissait ni ne soupçonnait. C'était une décision qui allait bouleverser toute la dynamique, mais je la gardais secrète jusqu'au moment opportun. Le flot de messages continua jusqu'à la veille du mariage, chacun renforçant l'image que Courtney voulait projeter. Elle semblait confiante, triomphante, et totalement inconsciente que l'histoire pouvait prendre un autre tournant. Je laissais les notifications aller et venir sans réagir, car j'avais déjà fait mon choix et rien dans ces messages ne pouvait changer ce que j'avais mis en branle. Le contraste entre ces célébrations bruyantes et mes préparatifs discrets avait quelque chose de presque poétique dans sa simplicité. Le jour du mariage arriva sous un soleil radieux. L'oncle roi Arlon, un parent éloigné de mes parents, fit une apparition surprise à la réception, bien que son nom ne figurât pas sur la liste officielle des invités. Il arriva en retard, vêtu d'un costume légèrement froissé et portant une enveloppe en cuir sous le bras, comme s'il revenait d'une réunion importante. Les invités le remarquèrent immédiatement à son entrée. Il s'approcha et se mit aussitôt à parler aux gens près de l'entrée. Sa présence provoqua un léger malaise, mais la plupart supposèrent qu'il s'agissait d'un membre de la famille de dernière minute. Oncle Roi trouva rapidement une place à une table près de l'endroit où Courtney et Ethan accueillaient les visiteurs. Il éleva la voix pour couvrir la musique et les bavardages et annoncer à tous ceux qui pouvaient l'entendre que lui, Alexis était récemment devenu le nouveau propriétaire de l'entreprise où travaillait Courtney. Il parlait si clairement et assez fort que les têtes se tournèrent à plusieurs tables de là. Les gens se penchèrent pour écouter, car l'information venait de quelqu'un qui semblait connaître des détails que personne d'autre n'avait mentionnés auparavant. La nouvelle se répandit dans la salle dans des murmures qui s'amplifiaient à chaque personne qui l'entendait. Après l'annonce, Oncle Roi sortit l'enveloppe en cuir et la brandit pour que tous la voient. Il expliqua qu'elle contenait la notification officielle du licenciement de Courtney, prenant effet immédiatement en raison du changement de propriétaire de l'entreprise. Il tendit l'enveloppe directement à Courtney, qui se figea, son sourire s'effaçant aussitôt. Le papier à l'intérieur indiquait comme motif une restructuration standard après acquisition. Les signatures de la nouvelle équipe dirigeante. Le moment choisi pour la livraison l'empêchait de l'ignorer ou de la rejeter discrètement. Le visage de Courtney se décomposa lorsqu'elle prit l'enveloppe et l'ouvrit d'une main tremblante. Elle tenta de garder son sang-froid en forçant un rire et en évoquant des blagues de famille, mais sa voix se brisa et sa tentative échoua. Ses joues restèrent livides et son regard parcourut la pièce, comme si elle cherchait quelqu'un qui pourrait contredire ce qu'elle venait de lire. Elle perdit son sang-froid lorsque la réalité la frappa de plein fouet devant tous ceux qu'elle avait invités à célébrer sa journée parfaite. Elle poussa un cri perçant qui déchira la musique et les conversations, puis frappa violemment l'enveloppe sur la table la plus proche, renversant verre et assiette. Le fracas attira tous les regards, et elle enchaîna en déplaçant une table entière, répandant nourriture et boissons sur le sol. Les invités reculèrent d'un bond pour éviter le désordre, tandis que les autres la fixaient, stupéfaits et silencieux. L'explosion de colère dégénéra rapidement lorsqu'elle hurla sur son oncle roi, exigeant de savoir. Comment avait-il pu faire ça le jour de son mariage? La scène devint chaotique.
Certains tentaient de la calmer tandis que d'autres s'éloignaient de la table renversée. De nombreux invités sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer toute la scène sous différents angles. Les vidéos capturèrent les cris de Courtney, la table qui s'écroulait, la nourriture répandue et son expression de choc total. Les vidéos se propagèrent rapidement sur les réseaux sociaux avant même la fin de la réception, les participants les publiant avec des légendes décrivant le tournant dramatique des événements. En quelques minutes, les images atteignirent des amis communs, des connaissances de la famille et même des inconnus suivant les hashtags du mariage. Ce qui aurait dû être une fête se transforma en un véritable cauchemar, et les conséquences ne tardèrent pas à se faire sentir. La salle resta en désordre longtemps après que Courtney ait été emmené par Ethan et quelques amis proches. Ils parlaient à voix basse de ce qu'ils avaient vu et de l'enveloppe qui avait tout changé. L'oncle roi partit peu après sans faire d'histoire, comme s'il avait simplement transmis un message. Le mariage, si soigneusement préparé, s'acheva dans la confusion, et les vidéos assurèrent que l'histoire allait se poursuivre bien au-delà de cette seule journée. La semaine suivant le mariage, le premier avis arriva. Courtney reçut sa lettre de licenciement officiel de l'entreprise lundi matin, et avec elle, le revenu stable sur lequel elle comptait depuis des années disparu. La lettre évoquait la procédure habituelle suite au changement de propriétaire, ce qui signifiait qu'elle n'avait plus ni emploi ni salaire. Elle perdit son assurance maladie et son réseau professionnel, et cette chute brutale de sa sécurité financière la frappa de plein fouet car son train de vie dépendait entièrement de ce salaire. J'appris la nouvelle par des connaissances communes qui étaient restées en contact, et je l'appris sans surprise, car je connaissais déjà la suite dès que l'oncle roi avait apporté l'enveloppe. Son nouveau mariage avec Ethan Caldwell commença à montrer de sérieuses fissures presque immédiatement, sous le poids des factures qui s'accumulaient et de l'absence de revenus fiables. Ethan occupait un emploi de niveau intermédiaire qui couvrait les dépenses de base, mais ne permettait pas de maintenir les dépenses extravagantes que Courtney avait entretenues pendant les préparatifs du mariage. Des disputes commencèrent à propos d'argent et de priorités, et en quelques semaines, ils dormaient dans des chambres séparées en essayant de trouver comment financer leur lune de miel. La réservation était déjà faite. La tension a transformé ce qui aurait dû être un début joyeux en une situation tendue où aucun des deux ne semblait disposé à faire des compromis. Mes parents ont essayé de me contacter à plusieurs reprises par téléphone, SMS et même courriel, commençant par des excuses et s'empressant de me faire revenir sur mon silence. Ils écrivaient avoir commis une erreur et souhaitaient en discuter, mais j'avais déjà bloqué tous leurs numéros et adresses courriel. Les tentatives ont persisté pendant quelques semaines, puis se sont estompées lorsqu'ils ont compris que je ne répondrais pas. J'ai gardé le silence car ouvrir les lignes aurait fait ressurgir les mêmes schémas dans ma vie, et je n'avais aucune intention de laisser cela se produire. Je continuais à vivre paisiblement dans ma bulle, insouciante du drame qui se jouait à Charlotte. Mes journées suivaient la même routine immuable, travail, événements communautaires et soirées tranquilles, devenues ma nouvelle normalité. Je ne ressentais pas le besoin de contrôler la situation ni d'offrir mon aide, car la distance m'avait fait comprendre que certains liens étaient mieux tus. Mon silence n'était pas une punition. C'était simplement la limite que je m'étais fixée. J'ai fait ce choix pour préserver mon bien-être. En repensant à tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que la leçon la plus importante est la suivante. Ne jamais sacrifier sa paix intérieure pour des personnes qui n'accordent de valeur qu'à ce que vous pouvez leur offrir. La famille n'autorise personne à un soutien inconditionnel sans respect ni réciprocité. Lorsqu'une personne vous prouve sans cesse que votre valeur se mesure à ce que vous donnez plutôt qu'à ce que vous êtes, le choix le plus judicieux est de s'éloigner discrètement et de construire une vie où vous êtes apprécié pour vous-même. Cette décision n'est pas égoïste. Elle est nécessaire à la guérison et à l'épanouissement. Parfois, la plus grande force réside dans la rupture des liens toxiques et le choix de la solitude plutôt que d'une loyauté forcée. Bien vivre n'est pas une vengeance. Il s'agit simplement de retrouver l'espace que vous méritez. 78 mots. Merci infiniment d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Votre fidélité me touche beaucoup. Si ce récit vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue pourrait aider d'autres personnes qui en ont besoin. Aimez cette vidéo si elle vous a touché et partagez-la avec toute personne susceptible de se trouver dans une situation similaire. Abonnez-vous. Pour découvrir d'autres histoires vraies comme celle-ci, n'hésitez pas à nous contacter. Votre voix compte.